Dans une atmosphère lourde, presque étouffante, les premières fissures d'une tragédie déjà bien engagée commencent à apparaître, révélant peu à peu la profondeur du désespoir qui entoure Jérémie, tandis que, dans un autre espace, les conséquences d'un passé mal enfoui continuent de hanter Claudine et Baker, incapables de trouver un terrain d'entente face à ce qui les dépasse désormais. À ce moment-là, Paloma, plongée dans le tumulte de la rédaction de Midi Libre, ne se doute pas encore que quelques lignes écrites avec douleur vont suffire à faire basculer son monde. Lorsqu'elle reçoit la lettre de Jérémie, l'objet lui paraît presque banal au premier regard, comme s'il s'agissait d'un courrier ordinaire. Pourtant, dès qu'elle reconnaît l'écriture, son cœur se serre, une angoisse diffuse s'installant avant même qu'elle n'en lise le contenu. C'est alors que ses doigts tremblants déplient le papier, révélant des mots chargés d'un poids émotionnel insoutenable. Jérémie, dans un élan de lucidité douloureuse, y confesse sa détresse, évoquant le sentiment d'être accablé par tout ce qui lui arrive, comme si le destin s'acharnait contre lui sans lui laisser la moindre échappatoire. Chaque phrase semble porter la marque d'un homme à bout, un homme qui ne voit plus d'issue, qui doute même de sa capacité à tenir encore debout face à l'accumulation des épreuves. Au fil de la lecture, Paloma sent ses forces l'abandonner. Les mots de Jérémie ne sont pas seulement des excuses ou des regrets, ils sont le reflet d'une culpabilité profonde, presque destructrice, comme s'il se condamnait lui-même avant même que la justice ne le fasse. Il lui demande pardon, non pas comme une simple formalité, mais comme une supplication sincère, désespérée, qui laisse entrevoir toute la douleur qu'il porte en lui. Dans cette lettre, il va plus loin encore, franchissant une limite qui glace Paloma. Il lui demande de l'oublier. Cette demande, aussi incompréhensible que violente, agit comme un coup de poignard. Car derrière ces mots, elle comprend qu'il ne croit plus en un avenir possible, ni pour lui, ni pour eux. C'est une rupture imposée par la fatalité, une tentative de la protéger en s'effaçant lui-même. À cet instant précis, tout autour d'elle devient flou. Les bruits de la rédaction s'éloignent, les voix se perdent dans un écho lointain, comme si elle était soudain isolée dans une bulle de douleur. Les larmes montent sans qu'elle puisse les retenir, glissant sur ses joues dans un silence presque irréel. Elle ne pleure pas seulement la situation de Jérémie, mais aussi l'effondrement brutal de ce qu'ils avaient construit ensemble. Pendant ce temps, ailleurs, Jérémie est conduit au commissariat, le visage fermé, marqué par la fatigue et la tension. Chaque pas qu'il fait semble plus lourd que le précédent, comme s'il avançait vers une vérité qui pourrait définitivement sceller son sort. L'air y est froid, impersonnel, contrastant violemment avec l'intensité des émotions qui le traversent. La confrontation avec le témoin approche, et avec elle, l'espoir fragile de faire éclater la vérité. Pourtant, dès les premiers instants, une inquiétude sourde s'installe. Le témoin, loin de montrer le moindre doute, affiche une assurance dérangeante, presque provocante. Il maintient sa version sans flancher, affirmant avoir vu Jérémie avec Isor sur le parking, comme si cette scène était gravée dans sa mémoire de manière indélébile. Face à cette déclaration, Jérémie sent une colère froide monter en lui. Non pas une colère explosive, mais une indignation profonde, nourrie par le sentiment d'injustice. Il tente de faire appel à la conscience de cet homme, lui demandant de dire la vérité, de ne pas jouer avec sa vie. Mais ces mots semblent se heurter à un mur, incapables de fissurer la certitude affichée par le témoin. Dans ce face-à-face tendu, quelque chose se brise intérieurement. Jérémie comprend que la bataille ne se joue pas seulement sur des faits, mais sur des influences invisibles, des manipulations qui le dépassent. Cette prise de conscience renforce son sentiment d'impuissance, alimentant le désespoir déjà palpable dans sa lettre. Dans le même temps, à l'écart de cette confrontation, d'autres tensions continuent de se développer, plus silencieuses mais tout aussi déterminantes. Janet, cherchant à apaiser les conflits, tente de faire entendre une voix différente auprès de Baker. Pour elle, le comportement de Claudine ne peut être jugé sans prendre en compte le contexte dans lequel elle a agi. Elle évoque la peur, le traumatisme, cette pression extrême qui peut pousser une personne à prendre des décisions qu'elle n'aurait jamais envisagées en temps normal. Dans son analyse, il ne s'agit pas d'excuser, mais de comprendre, de replacer les actes dans une réalité humaine complexe, loin des jugements catégoriques. Baker, de son côté, reste inflexible. Pour lui, Claudine a franchi une ligne, et ce qu'elle a fait ne peut être justifié par la peur ou la honte. Il y voit une forme de faiblesse, voire de lâcheté, une incapacité à assumer ses responsabilités qui a eu des conséquences irréversibles. Son regard sur elle est dur, marqué par une déception qui semble irréparable. Cette divergence de points de vue révèle une fracture profonde entre eux, une incompréhension qui dépasse le simple cadre de cette affaire. Derrière leurs arguments se cachent des blessures anciennes, des non-dits qui continuent de peser sur leur relation. À cet instant, Janet se montre plus vulnérable.
Elle admet qu'elle-même ne sait pas comment elle aurait réagi si sa propre fille avait été en danger. Cette confession, loin d'être anodine, souligne la complexité de la situation. Elle rappelle que face à un traumatisme, les réactions humaines échappent souvent à toute logique rationnelle. Pendant ce temps, Claudine, elle, se retrouve confrontée à son propre passé, à travers un souvenir qui refait surface avec une intensité troublante. Elle revoit Atlan, venant lui apporter de l'argent, comme pour acheter son silence ou sa complicité. Cette scène, gravée dans sa mémoire, est chargée de colère et de dégoût. Dans ce souvenir, elle refuse cet argent, refusant de se laisser enfermer dans une logique qui la dépasse. Elle accuse Atlan d'avoir détruit sa vie, de l'avoir entraînée dans une spirale dont elle n'a jamais réussi à s'extraire complètement. Ces mots sont violents, sans retenue, traduisant une haine accumulée au fil des années. Mais au-delà de cette colère, il y a aussi une forme de culpabilité, un poids qu'elle porte en elle et qui l'empêche d'avancer. Car même si elle rejette Atlan, elle sait qu'elle a été, à un moment donné, impliquée dans ce système, et que ses choix ont eu des conséquences. Dans le même temps, une autre scène vient rappeler que la vie continue, malgré tout. Les Perrault, plongés dans des préoccupations plus concrètes, examinent leur futur logement. Leur décision de signer le bail marque un nouveau départ, une tentative de se projeter dans un avenir différent. Ce moment, plus léger en apparence, contraste avec la tension des autres intrigues. Pourtant, il n'est pas dénué d'enjeux. Derrière cette installation se cachent des réalités économiques, des compromis, et peut-être aussi des désillusions à venir. À cet instant précis, tout semble coexister. La détresse de Jérémy, la douleur de Paloma, les conflits entre Baker et Claudine, et les projets d'avenir des autres personnages. Comme si chaque trajectoire, bien que distincte, participait à un ensemble plus vaste, où les destins s'entremêlent sans jamais vraiment se rejoindre. Et dans cette toile complexe, une certitude commence à émerger. Rien ne sera simple, et chaque décision prise aura des répercussions bien au-delà de ce que chacun peut imaginer. Dans le prolongement de cette tension déjà palpable, les événements semblent s'enchaîner avec une intensité croissante, comme si chaque personnage était entraîné malgré lui dans une mécanique implacable, où les choix du passé continuent de produire leurs effets, souvent de manière imprévisible et douloureuse. À ce moment-là, Claudine, encore marquée par les souvenirs qui la hantent, tente de reprendre pied dans une réalité qui ne lui laisse aucun répit. Le message de Sabine, qu'elle a écouté peu de temps auparavant, résonne encore en elle, réveillant une inquiétude profonde. Sabine veut la voir, parler d'Atlan, comprendre ce qui s'est réellement passé. Cette demande, pourtant légitime, agit comme un déclencheur, ravivant des blessures que Claudine aurait préféré laisser enfouies. Elle sait que cette conversation ne pourra pas être évitée indéfiniment. Il y a, dans le regard de sa fille, une quête de vérité qui ne cessera pas tant qu'elle n'aura pas obtenu des réponses. Et Claudine, malgré sa volonté de protéger Sabine, comprend qu'elle devra un jour affronter les conséquences de ses silences. Dans le même temps, la discussion entre Janet et Baker continue de révéler des divergences profondes. Janet insiste sur la notion de traumatisme, cherchant à élargir la compréhension de Baker, à lui faire admettre que certaines décisions ne peuvent être jugées uniquement à l'aune de la raison. Elle évoque la peur viscérale qui peut submerger un parent lorsque son enfant est en danger, cette peur qui annihile toute capacité de réflexion. Baker, pourtant, reste campé sur sa position. Pour lui, reconnaître cette dimension émotionnelle reviendrait à excuser l'inexcusable. Il ne peut s'y résoudre. Son jugement est tranchant, presque inflexible, comme s'il cherchait à se protéger lui-même d'une vérité plus complexe qu'il refuse d'admettre. Ce face-à-face, au-delà de la question de Claudine, met en lumière deux visions du monde opposées. L'une, guidée par l'empathie et la compréhension, l'autre, par la rigueur et le besoin de justice. Et entre ces deux pôles, aucun compromis ne semble possible. Pendant ce temps, au commissariat, la tension atteint son paroxysme. La confrontation entre Jérémy et le témoin ne laisse place à aucune ambiguïté. L'homme maintient ses déclarations avec une assurance qui dépasse le simple souvenir. Il ne vacille pas, ne montre aucun signe d'hésitation, comme si son récit était ancré en lui de manière inébranlable. Face à cela, Jérémy ressent une forme de vertige. Il ne comprend pas comment une telle certitude peut exister alors qu'il sait, au fond de lui, que la vérité est différente. Cette dissonance entre ce qu'il vit et ce qui est affirmé contre lui crée une fracture intérieure, une perte de repère qui l'isole davantage. Il tente de réagir, de faire appel à la conscience de cet homme, mais ses mots semblent glisser sans effet. Plus il insiste, plus il a l'impression de s'enfoncer dans une situation où chaque tentative de défense est perçue comme une preuve supplémentaire contre lui. Dans cet espace clos, où chaque regard est scruté, chaque mot pesé,
Jérémie se retrouve confronté à une réalité brutale, il n'a plus le contrôle. Quelque chose, ou quelqu'un, semble avoir déjà orienté le cours des choses, et il en subit les conséquences sans pouvoir inverser la tendance. Dans le même temps, à l'extérieur de ce huis clos, d'autres dynamiques se mettent en place, plus discrètes mais tout aussi déterminantes. Sérignan, observant avec attention les opportunités qui se présentent à lui, commence à consolider ses positions. Son regard sur Inès en est un exemple révélateur. Il apprécie son initiative, son audace, cette capacité à agir sans attendre des instructions. Le virement qu'il lui accorde comme prime n'est pas seulement une récompense, mais aussi un signal, une manière de valoriser un comportement qu'il souhaite encourager. Derrière ce geste se cache une stratégie, une volonté de s'entourer de profils capables de servir ses intérêts. Inès, de son côté, accueille cette reconnaissance avec une satisfaction à peine dissimulée. Pour elle, chaque avancée est une victoire, chaque opportunité un pas de plus vers l'objectif qu'elle s'est fixé. Réussir, gagner de l'argent, s'imposer dans un monde où la compétition est constante. Son discours, lorsqu'elle se confie à Laurine, révèle une vision pragmatique, presque froide des choses. Elle ne s'embarrasse pas de considérations morales. Si les locataires ne sont pas satisfaits, c'est à eux d'assumer les conséquences de leur manque de vigilance. Ils auraient dû lire les clauses, anticiper les implications. Cette logique, implacable, reflète une manière de penser où la responsabilité individuelle prime sur toute forme de compassion. Dans cette relation naissante entre Inès et Laurine, une complicité semble s'installer, mais elle repose sur des bases qui pourraient, à terme, se révéler fragiles. Car derrière l'apparente légèreté de leurs échanges, se dessinent des visions du monde qui ne sont pas forcément compatibles. À ce moment-là, un autre événement vient renforcer les transformations en cours, la signature du contrat entre Sérignan et Catherine Lemierre. Cette scène, qui se déroule dans le bureau de Johanna, marque un tournant important. Tout est soigneusement orchestré. Les documents sont prêts, les termes définis, et chacun semble conscient de l'importance de cet engagement. Lorsque les signatures sont apposées, c'est plus qu'un simple accord commercial qui se concrétise. C'est une alliance stratégique, une convergence d'intérêts qui pourrait redessiner certains équilibres. Johanna, en observatrice attentive, ne se contente pas d'assister à la scène. Elle analyse, perçoit les enjeux, et comprend que cette association n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans un contexte plus large, où chaque mouvement peut avoir des répercussions en chaîne. Dans le même temps, Atlan poursuit son propre jeu, avec une précision presque inquiétante. Lorsqu'il annonce à Margot qu'elle est recrutée comme chargée de cours, il ne se contente pas de lui offrir une opportunité professionnelle. Il crée un lien, une dette symbolique, un point d'ancrage qui lui permettra, le moment venu, d'exercer une influence. Son invitation à boire un verre, présentée comme un geste anodin, s'inscrit dans cette logique. Ce n'est pas seulement une célébration, mais une étape supplémentaire dans une stratégie de rapprochement. Margot, de son côté, interprète cette proposition avec une certaine naïveté. Elle y voit la reconnaissance de ses compétences, l'intérêt d'un mentor pour son potentiel. Elle ne perçoit pas immédiatement les sous-entendus, les intentions qui pourraient se cacher derrière cette apparente bienveillance. Johanna, en revanche, ne se laisse pas tromper. Son intuition lui dicte qu'il y a autre chose, que l'attitude d'Atlan dépasse le cadre professionnel. Elle soupçonne une tentative de séduction, une volonté de franchir une limite, et cela l'inquiète. Cette différence de perception entre Margot et Johanna crée une tension latente, un déséquilibre qui pourrait, à terme, avoir des conséquences importantes. Car si Margot continue de voir en Atlan un mentor, elle risque de s'exposer à une influence dont elle ne mesure pas encore les dangers. Pendant ce temps, ailleurs, des scènes plus ordinaires viennent ponctuer ce tableau complexe. Arnaud, dans un registre plus léger, partage ses recettes avec Emma et Gary. Leur enthousiasme face aux nouveaux plats qu'ils proposent apporte une touche de respiration, un moment de simplicité dans un univers chargé de tension. Son idée de créer une carte inspirée du guide de l'Occitanie témoigne d'une volonté de se renouveler, d'apporter quelque chose de différent. Ce projet, en apparence anodin, participe pourtant à la dynamique globale. Chacun, à sa manière, cherche à avancer, à construire, à exister. Mais même dans ces moments plus légers, une ombre persiste. Car derrière chaque initiative, chaque décision, se cache la possibilité d'un retournement, d'un imprévu qui viendra tout remettre en question. Ainsi, alors que les trajectoires des uns et des autres continuent de se croiser, une tension invisible relie tous ces événements. Une tension qui ne cesse de croître, alimentée par les non-dits, les manipulations et les blessures du passé. Et dans ce contexte, une question demeure. Jusqu'où chacun sera-t-il prêt à aller pour défendre ses intérêts,
protéger ceux qu'il aime, ou simplement survivre dans un monde où la vérité semble de plus en plus difficile à atteindre. Dans la continuité de ces événements, une sensation d'étau qui se resserre commence à peser sur l'ensemble des personnages, comme si chacun, à sa manière, se rapprochait d'un point de rupture inévitable, sans pouvoir encore en mesurer pleinement les conséquences. À cet instant, Paloma, toujours bouleversée par la lettre de Jérémie, se retrouve incapable de reprendre le cours normal de ses activités. Le texte qu'elle a lu ne cesse de se répéter dans son esprit, comme une boucle dont elle ne parvient pas à s'extraire. Chaque mot semble chargé d'un double sens, d'une détresse qui dépasse le simple cadre d'un homme confronté à des accusations. Elle tente de relire certains passages, cherchant à y déceler un espoir, une nuance qui lui aurait échappé lors de la première lecture. Mais plus elle s'y plonge, plus elle réalise que Jérémie ne lui laisse aucune ouverture. Il ne parle pas de futur, il n'évoque pas de solution, seulement une fatigue immense et une forme de résignation qui la terrifie. Dans ce moment suspendu, Paloma comprend que cette lettre n'est pas seulement une demande de pardon, mais aussi un adieu déguisé. Cette prise de conscience la submerge, la forçant à affronter une réalité qu'elle refusait jusque-là. Jérémie est en train de s'effondrer, et elle ne sait pas comment le sauver. Pendant ce temps, Jérémie, toujours confronté aux témoins, voit ses espoirs s'amenuiser à mesure que l'échange se prolonge. Le regard de cet homme reste figé, presque fermé à toute forme de dialogue. Il ne s'agit plus d'une simple divergence de version, mais d'une opposition frontale entre deux réalités incompatibles. Dans cet échange tendu, Jérémie ressent une solitude extrême. Il est entouré, observé, mais personne ne semble réellement entendre ce qu'il tente d'exprimer. Sa voix, pourtant chargée d'émotions, se perd dans un cadre où les faits déclarés priment sur la vérité vécue. C'est alors que quelque chose bascule en lui. Une lassitude profonde s'installe, remplaçant progressivement la colère. Il comprend que ses mots ne suffisent plus, que la situation lui échappe complètement. Cette impuissance, déjà perceptible dans sa lettre, devient ici une réalité concrète, presque physique. Dans le même temps, Claudine, après avoir traversé ses propres souvenirs, tente de reprendre le contrôle de la situation. Mais chaque élément semble lui rappeler qu'elle n'a jamais réellement quitté l'ombre d'Atlan. Son passé, loin d'être derrière elle, continue d'influencer le présent, comme une empreinte indélébile. La perspective de revoir Sabine ajoute une pression supplémentaire. Claudine sait que cette rencontre sera décisive, qu'elle ne pourra plus se contenter de demi-vérités. Pourtant, une partie d'elle redoute ce moment, consciente que dire la vérité pourrait fragiliser encore davantage sa relation avec sa fille. Dans cette tension intérieure, une idée commence à émerger. Il ne s'agit plus seulement de se défendre ou de justifier ses actes, mais de trouver un moyen d'empêcher Atlan de continuer à agir. Cette prise de conscience marque un tournant, une volonté de ne plus subir, même si les moyens pour y parvenir restent flous. À cet instant, Baker réapparaît dans son esprit, non plus seulement comme un adversaire, mais comme un potentiel allié. Leur confrontation récente, bien que conflictuelle, a révélé une chose essentielle. Ils partagent une même inquiétude face à Atlan, même s'ils ne l'expriment pas de la même manière. Pendant ce temps, dans un registre différent mais tout aussi stratégique, Sérignan poursuit son avancée avec une détermination calculée. La signature de son partenariat avec Catherine Lemierre n'est pas un simple accord, mais une étape clé dans une vision à plus long terme. Il observe les réactions autour de lui, évaluant les conséquences possibles de cette alliance. Chaque décision est pesée, chaque geste réfléchi. Dans son esprit, il ne s'agit pas seulement de réussir une opération, mais de consolider une position qui lui permettra d'influencer durablement son environnement. Catherine, de son côté, affiche une assurance maîtrisée. Elle sait que cette association peut lui offrir de nouvelles opportunités, mais elle n'ignore pas non plus les risques. Dans ce type de partenariat, la confiance est toujours relative, et chacun reste attentif aux intentions de l'autre. Johanna, témoin de cette scène, ne peut s'empêcher d'analyser ce qu'elle voit. Pour elle, cette alliance est loin d'être anodine. Elle perçoit les enjeux sous-jacents, les intérêts croisés, et comprend que cet accord pourrait avoir des répercussions bien au-delà du cadre professionnel. Dans le même temps, Atlan continue de déployer sa stratégie avec une précision presque dérangeante. Son approche auprès de Margot s'inscrit dans une logique qu'il maîtrise parfaitement, instaurer un climat de confiance, créer une dépendance progressive, avant d'exercer une influence plus directe. Lorsqu'il lui annonce sa nomination comme chargé de cours, il ne se contente pas de lui offrir une opportunité. Il pose les bases d'une relation où il occupe une position dominante, celle de celui qui ouvre des portes, qui décide, qui oriente. Margot, flattée et reconnaissante, ne perçoit pas immédiatement cette dynamique.
Elle voit en Atlan une figure de référence, un mentor capable de l'aider à évoluer. Cette vision, bien que sincère, la place dans une position de vulnérabilité qu'elle ne mesure pas encore. Johanna, en revanche, reste sur ses gardes. Son intuition lui suggère que cette situation pourrait rapidement déraper. Elle observe Margot, cherche à comprendre son ressenti, tout en restant attentive aux moindres signes révélateurs du comportement d'Atlan. Dans cette configuration, une tension silencieuse s'installe. Elle ne se manifeste pas encore ouvertement, mais elle est bien présente, prête à émerger au moindre faux pas. Pendant ce temps, les trajectoires plus discrètes continuent de se développer. Inès, toujours animée par son ambition, consolide sa position avec une détermination qui ne laisse place à aucun doute. Sa relation avec Laurine, devenue plus étroite, repose sur une complicité qui semble naturelle, mais qui pourrait, à terme, révéler des divergences. Leur session de shopping prévue après le travail apparaît comme un moment de légèreté, mais elle s'inscrit aussi dans une dynamique plus large, où les relations se construisent et se transforment en fonction des intérêts et des aspirations de chacun. Dans un autre registre, les Perrault, en s'engageant dans leur projet de déménagement, avancent vers une nouvelle étape de leur vie. Leur décision de signer le bail représente un choix concret, une volonté de stabilité. Pourtant, derrière cette apparente sérénité, se profile déjà une possible désillusion. Les clauses du contrat, évoquées par Inès avec une certaine froideur, laissent entrevoir des complications à venir. Ce qui est aujourd'hui perçu comme une opportunité pourrait se transformer en contrainte, voire en source de frustration. À cet instant précis, tous ces éléments, bien que distincts, semblent converger vers une même direction, une accumulation de tensions, de choix et de conséquences qui, tôt ou tard, finiront par se rencontrer. Et au cœur de cette dynamique, une figure continue de tirer les ficelles dans l'ombre, Atlan. Sa capacité à manipuler, à anticiper, à influencer, le place dans une position particulièrement dangereuse. Il n'agit jamais de manière directe, mais toujours avec une longueur d'avance, exploitant les failles de chacun pour avancer ses propres intérêts. Dans ce contexte, une question devient de plus en plus pressante, jusqu'où son influence s'étendra-t-elle, et qui sera capable de lui résister lorsque ses véritables intentions apparaîtront au grand jour? Dans cette progression où chaque tension semble gagner en intensité, les trajectoires individuelles commencent à se rapprocher dangereusement, comme si un même point de convergence se dessinait sans que les protagonistes en aient encore pleinement conscience. Une atmosphère de déséquilibre s'installe, faite de non-dits, de soupçons et de stratégies silencieuses. À ce moment-là, Claudine se retrouve face au commissariat, un lieu devenu presque symbolique de tout ce qui lui échappe. Lorsqu'elle y croise Baker, l'échange qui suit ne ressemble en rien à une simple discussion. Il y a dans leur regard une fatigue accumulée, une lassitude née de conflits répétés et jamais résolus. Pourtant, au-delà de cette tension, une urgence commune semble les rapprocher malgré eux. Claudine, d'une voix contenue mais ferme, lui annonce que le témoin n'a pas changé sa version. Cette information agit comme un coup de massue, confirmant que la situation de Jérémy ne s'améliore pas, bien au contraire. Mais derrière cette constatation, elle introduit une idée plus large, presque stratégique. Ils doivent trouver une solution ensemble pour empêcher Atlan de s'en sortir une nouvelle fois. Cette phrase, en apparence simple, marque un tournant. Car pour la première fois, Claudine ne se positionne plus seulement comme une femme acculée par son passé, mais comme quelqu'un prêt à agir, à affronter celui qui a façonné une partie de sa vie dans l'ombre. Baker, surpris par cette proposition, reste un instant silencieux. Lui qui, jusque-là, voyait en Claudine une personne ayant commis des erreurs irréparables, perçoit soudain une autre facette d'elle, celle d'une femme lucide, consciente du danger que représente Atlan. Cette prise de conscience ne gomme pas les reproches, mais elle introduit une nuance, une possibilité d'alliance. Dans cet échange tendu, une dynamique nouvelle commence à se dessiner. Elle est fragile, incertaine, mais elle existe. Car face à un adversaire commun, les oppositions les plus profondes peuvent parfois s'effacer, du moins temporairement. Pendant ce temps, Paloma, encore profondément affectée par la lettre de Jérémy, tente de donner un sens à ce qu'elle ressent. Elle ne se contente plus de subir l'émotion, elle cherche à comprendre, à analyser ce qui a pu pousser Jérémy à écrire de telles choses. Dans sa solitude, elle relit certains passages, s'attardant sur les mots qui lui paraissent les plus lourds de sens. Elle y décèle une culpabilité extrême, mais aussi une forme d'abandon. Comme si Jérémy, au-delà de la situation judiciaire, avait déjà renoncé à se battre pour lui-même. Cette idée lui est insupportable. Car pour elle, Jérémy n'est pas seulement un homme accusé, c'est quelqu'un qu'elle connaît, qu'elle a vu aimer, douter, espérer.
Elle refuse d'accepter que cette version de lui puisse disparaître sous le poids des accusations. C'est alors qu'une détermination nouvelle commence à émerger. Elle ne sait pas encore comment agir, ni par où commencer, mais elle comprend qu'elle ne peut pas rester passive. Cette prise de conscience, encore fragile, marque le début d'un changement dans sa manière d'aborder la situation. Dans le même temps, Atlan poursuit son avancée avec une constance presque méthodique. Sa proposition faite à Margot commence à produire ses effets, non pas de manière spectaculaire, mais par petites touches, comme une influence qui s'installe progressivement. Lorsqu'il l'invite à boire un verre, le geste paraît anodin, presque banal. Pourtant, dans le contexte, il prend une dimension différente. Il ne s'agit pas seulement d'un moment de détente, mais d'une opportunité de créer un lien plus personnel, de sortir du cadre professionnel pour instaurer une proximité plus directe. Margot, encore portée par l'enthousiasme de sa nomination, accepte cette invitation sans y voir de danger immédiat. Elle interprète cette démarche comme une continuité logique de leur échange, une manière de célébrer une étape importante dans son parcours. Johanna, en revanche, observe la situation avec une attention accrue. Son intuition ne la trompe pas souvent, et ici, elle perçoit un décalage entre les intentions affichées et ce qu'elle pressent réellement. Elle ne formule pas encore clairement ses inquiétudes, mais elle reste vigilante, prête à intervenir si nécessaire. Dans cette configuration, un jeu subtil se met en place, où chaque geste, chaque parole peut avoir une signification cachée. Atlan avance, Margot suit, Johanna observe. Et dans cette triangulation, les rapports de force restent encore implicites, mais ils ne tarderont pas à se révéler. Parallèlement, Sérignan continue de consolider sa position, profitant de l'élan créé par son association avec Catherine Lemierre. Cette alliance, désormais officialisée, commence à produire ses premiers effets, notamment dans la manière dont il est perçu par son entourage. Il incarne une forme de réussite, d'efficacité, qui attire et inspire. Son regard sur Inès en est un exemple. Il reconnaît en elle une énergie, une ambition qu'il juge utile, voire nécessaire dans un environnement compétitif. Inès, de son côté, ne cache pas ses objectifs. Elle parle ouvertement de son envie de réussir, de gagner de l'argent, de s'imposer. Cette transparence, loin de la desservir, semble au contraire renforcer la confiance que Sérignan lui accorde. Cependant, derrière cette relation professionnelle se dessine une dynamique où les intérêts personnels occupent une place centrale. Chacun avance en fonction de ses objectifs, et si leur trajectoire converge pour l'instant, rien ne garantit que cet équilibre durera. Dans le même temps, Laurine, entraînée dans cette dynamique par sa proximité avec Inès, commence à évoluer dans un environnement où les valeurs sont parfois redéfinies. Leur amitié, intense et rapide, repose sur une admiration mutuelle, mais aussi sur une influence réciproque. Cette relation, encore récente, pourrait devenir un élément clé dans les développements à venir. Car dans un univers où les alliances se font et se défont rapidement, les liens personnels peuvent se transformer en levier stratégique. À cet instant précis, les différentes intrigues semblent évoluer en parallèle, chacune suivant sa propre logique. Pourtant, une impression persiste, celle que tous ces éléments finiront par se rejoindre, par créer des intersections où les décisions de chacun auront un impact sur les autres. Et au centre de cette toile complexe, une réalité s'impose peu à peu, les apparences sont trompeuses. Derrière chaque sourire, chaque proposition, chaque accord, se cachent des intentions plus profondes, parfois inavouées. Dans ce contexte, la capacité à lire entre les lignes, à anticiper les mouvements des autres, devient essentielle. Ceux qui sauront le faire auront une longueur d'avance. Les autres risquent de se retrouver pris au piège d'un jeu dont ils ne maîtrisent pas les règles. Et alors que la tension continue de monter, une certitude s'impose. Le moment où tout basculera approche, et lorsqu'il arrivera, personne ne pourra prétendre ne pas en subir les conséquences. Dans le prolongement de ces tensions accumulées, une sensation d'urgence commence à s'imposer, comme si les événements ne pouvaient plus être contenus dans un équilibre fragile et étaient désormais prêts à déborder, entraînant chacun dans une spirale où les conséquences deviennent de plus en plus difficiles à maîtriser. À ce moment-là, Jérémy, après la confrontation éprouvante au commissariat, se retrouve seul face à lui-même, confronté à un sentiment d'épuisement profond. Ce qui s'est joué lors de cet échange avec le témoin ne relève plus seulement d'une injustice ponctuelle, mais d'une réalité qui semble s'installer durablement contre lui. Il comprend que la situation ne se limite pas à prouver son innocence, mais qu'il est désormais pris dans un engrenage où chaque élément joue en sa défaveur. Dans cet état de fatigue mentale, les mots qu'il a écrits à Paloma prennent une dimension encore plus lourde. Ils ne sont plus seulement l'expression d'un moment de faiblesse, mais le reflet fidèle de ce qu'il ressent profondément.
Il se voit comme quelqu'un qui paye pour tout, pour ses erreurs, pour ses choix passés, mais aussi, injustement, pour des actes qu'il n'a pas commis. Cette confusion entre culpabilité réelle et culpabilité imposée crée en lui une fracture intérieure. D'un côté, il accepte une part de responsabilité dans les souffrances qu'il a pu causer, de l'autre, il refuse d'endosser une accusation qui le dépasse. Cette contradiction l'épuise, le prive de toute clarté, le plongeant dans un état où il ne sait plus sur quoi s'appuyer. Pendant ce temps, Paloma, toujours marquée par la lecture de la lettre, ne parvient pas à se détacher de cette sensation d'urgence. Elle ne peut s'empêcher d'imaginer Jérémie dans cet état de détresse, seul, sans soutien réel, confronté à une situation qui semble lui échapper complètement. Cette projection renforce son propre malaise. Elle ressent une forme de responsabilité, comme si elle devait agir, comme si rester immobile revenait à l'abandonner. Pourtant, elle se heurte à une réalité. Elle ne dispose d'aucun levier concret, d'aucune information qui lui permettrait d'intervenir efficacement. Dans ce tiraillement entre l'envie d'agir et l'impuissance, une tension intérieure se développe. Elle oscille entre espoir et désespoir, entre la conviction qu'il existe une solution et la peur qu'il soit déjà trop tard. Dans le même temps, Claudine, après sa discussion avec Baker, commence à envisager les choses sous un angle différent. L'idée d'une action commune contre Atlan, qui semblait encore incertaine, prend progressivement forme dans son esprit. Elle ne se fait aucune illusion sur la difficulté de cette démarche. Atlan n'est pas un adversaire ordinaire. Il agit dans l'ombre, manipule, anticipe, et surtout, il sait exploiter les failles des autres. Mais c'est précisément cette connaissance qui pourrait devenir une force. Claudine connaît ses méthodes, ses habitudes, ses stratégies. Elle a été, à un moment de sa vie, suffisamment proche de lui pour comprendre comment il fonctionne. Cette expérience, bien que douloureuse, pourrait lui permettre d'anticiper certains de ses mouvements. Dans cette réflexion, Baker prend une place nouvelle. Non plus seulement comme un homme blessé ou en colère, mais comme un allié potentiel, capable d'apporter une structure, une rigueur, une capacité d'action que Claudine seule ne possède pas. De son côté, Baker, bien que toujours méfiant, ne peut ignorer la pertinence de cette approche. Il commence à percevoir Atlan non plus seulement comme un élément perturbateur du passé, mais comme une menace actuelle, active, qui continue d'influencer les événements. Cette prise de conscience modifie son positionnement. Il ne s'agit plus seulement de juger ce qui a été fait, mais de prévenir ce qui pourrait encore se produire. Cette évolution, subtile mais réelle, ouvre la voie à une possible collaboration, même si celle-ci reste fragile et conditionnée par de nombreuses incertitudes. Dans le même temps, Atlan, fidèle à lui-même, continue d'avancer sans jamais laisser apparaître ses véritables intentions. Son interaction avec Margot s'inscrit dans une continuité maîtrisée. Il ne précipite rien, ne force rien, mais construit progressivement une relation basée sur la confiance et la reconnaissance. Cette approche, presque insidieuse, lui permet de s'imposer sans résistance. Margot, flattée par l'attention qu'il lui porte, ne perçoit pas encore la dimension stratégique de cette relation. Elle voit en lui une opportunité, un soutien, un guide. Johanna, en revanche, ne relâche pas son attention. Elle observe les évolutions, analyse les comportements, et reste en alerte. Elle ne dispose pas encore de preuves, mais son intuition lui suggère que quelque chose ne va pas. Cette vigilance, encore discrète, pourrait devenir déterminante. Car dans un contexte où les manipulations sont subtiles, la capacité à détecter les anomalies, même infimes, peut faire la différence. Parallèlement, Sérignan et Catherine Lemierre commencent à mesurer les premières implications de leur association. Ce qui n'était qu'un accord sur le papier prend désormais une dimension concrète. Des décisions doivent être prises, des orientations définies, des responsabilités assumées. Dans cette dynamique, chacun teste les limites de l'autre, cherche à comprendre jusqu'où il peut aller. Cette phase d'ajustement est essentielle, car elle déterminera la solidité de leur collaboration. Sérignan, avec son sens stratégique, avance avec prudence, sans jamais dévoiler entièrement ses intentions. Catherine, quant à elle, reste attentive, consciente que dans ce type de partenariat, la vigilance est une condition de survie. Dans un registre plus personnel, Inès poursuit son ascension avec une détermination qui ne faiblit pas. Sa vision du monde, centrée sur la réussite et le gain, guide chacun de ses choix. Elle ne se laisse pas distraire par les considérations émotionnelles, préférant s'appuyer sur une logique pragmatique. Sa relation avec Laurine continue de se renforcer, mais elle reste marquée par cette asymétrie de valeurs. Là où Laurine peut encore être influencée par des considérations affectives, Inès reste focalisée sur ses objectifs. Cette différence, pour l'instant invisible, pourrait à terme créer des tensions.
car lorsque les intérêts divergent, les relations les plus solides peuvent se fragiliser. À cet instant précis, tous les éléments semblent en place pour une évolution majeure. Les alliances se dessinent, les intentions se précisent, les tensions s'accumulent. Et au cœur de cette configuration, une vérité s'impose de plus en plus clairement. Le temps des hésitations touche à sa fin. Les choix qui seront faits dans les prochains instants auront des conséquences durables, et chacun devra en assumer le poids. Dans cette montée en puissance, une question persiste, plus pressante que jamais: qui prendra l'initiative et qui subira les décisions des autres? Dans la continuité de cette tension qui ne cesse de croître, les trajectoires individuelles atteignent un point où les émotions, longtemps contenues, commencent à se transformer en forces motrices capables de bouleverser l'équilibre fragile qui s'était installé. Rien n'est encore ouvertement brisé, mais tout semble prêt à céder à la moindre impulsion. À ce moment-là, Paloma, après des heures passées à lutter contre le flot de ses pensées, finit par accepter une vérité difficile: elle ne pourra pas simplement attendre que les choses se résolvent d'elles-mêmes. La lettre de Jérémie a laissé en elle une empreinte trop profonde pour qu'elle puisse revenir à une forme de normalité. Elle comprend que, même si elle ne sait pas encore comment agir, elle ne peut plus se contenter d'être spectatrice. Cette prise de conscience ne lui apporte pas immédiatement de solution, mais elle transforme son état d'esprit. Là où il y avait auparavant une paralysie liée à la douleur, une forme de détermination commence à apparaître. Elle refuse de laisser Jérémie sombrer seule, même si cela signifie affronter une réalité complexe et incertaine. Dans le même temps, Jérémie, épuisé par la confrontation et par le poids des accusations, se retrouve dans un état de fragilité extrême. Le regard du témoin, implacable, continue de le hanter, comme une preuve vivante que la vérité peut être déformée au point de devenir méconnaissable. Il repense à ces mots, à cette lettre qu'il a écrite dans un moment de désespoir, et réalise qu'elle pourrait être interprétée comme un renoncement. Cette idée le trouble profondément, car malgré tout, une part de lui refuse encore d'abandonner complètement. Cette contradiction, entre l'envie de lâcher prise et le besoin de se battre, devient le cœur de son combat intérieur. Dans cet espace fragile, où chaque pensée peut basculer vers l'espoir ou vers le désespoir, une chose reste certaine: il ne pourra pas s'en sortir seul. Mais cette évidence, aussi claire soit-elle, ne suffit pas encore à lui indiquer vers qui se tourner. Pendant ce temps, Claudine et Baker, chacun de leur côté, continuent de réfléchir aux implications de leur échange. L'idée d'une action commune contre Atlan, encore récente, commence à s'ancrer dans leurs esprits comme une nécessité plutôt qu'une option. Claudine, forte de son expérience passée, comprend que le temps joue en faveur d'Atlan. Plus il agit dans l'ombre, plus il consolide son influence. Attendre reviendrait à lui laisser le champ libre. Cette lucidité la pousse à envisager des actions concrètes, même si elles comportent des risques. Baker, quant à lui, aborde la situation avec une approche plus méthodique. Il cherche à structurer, à comprendre les éléments dont il dispose, à identifier les failles potentielles dans le système qu'Atlan semble contrôler. Cette complémentarité, encore fragile, pourrait devenir une force si elle est correctement exploitée. Dans le même temps, Atlan, fidèle à sa nature, poursuit son avancée sans jamais laisser apparaître le moindre signe d'inquiétude. Son interaction avec Margot continue d'évoluer dans une apparente normalité, mais chaque geste, chaque parole, semble soigneusement calculée. L'invitation qu'il lui a faite n'est qu'une étape. Il construit patiemment un cadre dans lequel Margot se sent valorisée, reconnue, importante. Cette stratégie, subtile mais efficace, lui permet de s'imposer sans susciter de méfiance immédiate. Margot, de son côté, s'engage dans cette relation avec sincérité. Elle voit en Atlan une opportunité, un mentor, une figure capable de l'aider à évoluer. Cette perception, bien que légitime, la place dans une position où elle pourrait être influencée sans s'en rendre compte. Johanna, toujours attentive, observe cette évolution avec une inquiétude grandissante. Elle ne peut pas encore intervenir de manière directe, mais elle sait que le moment viendra où elle devra agir. Son rôle, pour l'instant, est de comprendre, d'anticiper, de se préparer. Dans un autre registre, Sérignan et Catherine Lemierre commencent à ressentir les premiers effets de leur association. Ce qui était un projet devient une réalité, avec ses exigences, ses contraintes, ses opportunités. Leur collaboration, encore récente, entre dans une phase où les décisions concrètes prennent le relais des intentions. Chacun doit trouver sa place, définir son rôle, s'adapter à une dynamique nouvelle. Dans cette évolution, les équilibres restent instables. Car dans un partenariat, la confiance se construit lentement, mais peut être fragilisée rapidement. Et chacun,
conscient de cela, avance avec une prudence calculée. Parallèlement, les trajectoires plus personnelles continuent de se développer, souvent en arrière-plan, mais avec des implications qui pourraient devenir déterminantes. Inès, toujours guidée par son ambition, poursuit son ascension sans se laisser détourner. Sa relation avec Laurine, bien que forte, repose sur des bases qui pourraient être remises en question si leurs intérêts venaient à diverger. Pour l'instant, leur complicité fonctionne, mais elle reste conditionnée par un équilibre fragile. Les Perrault, de leur côté, avancent dans leur projet de déménagement avec une certaine confiance. Pourtant, les clauses du contrat, évoquées plus tôt, laissent planer une incertitude. Ce qui semble être un nouveau départ pourrait se transformer en source de désillusion. À cet instant précis, tous les éléments sont en place pour une évolution majeure. Les tensions sont là, les enjeux sont clairs, les positions commencent à se définir. Et dans cette configuration, une vérité s'impose avec une évidence croissante, personne ne pourra rester neutre. Chacun devra faire des choix, prendre position, assumer les conséquences. Dans ce contexte, Jérémy et Paloma apparaissent comme les figures les plus fragiles, mais aussi les plus humaines. Leur lien, mis à l'épreuve par les circonstances, devient un point d'ancrage, une possibilité de résistance face à un système qui semble vouloir les écraser. Claudine et Baker, de leur côté, représentent une autre forme de lutte, plus stratégique, plus réfléchie, mais tout aussi essentielle. Leur capacité à dépasser leurs différends pourrait devenir un élément clé dans l'équilibre à venir. Et au centre de tout cela, Atlan continue d'avancer, comme une ombre insaisissable, manipulant les situations avec une précision inquiétante. Alors que la tension atteint un niveau critique, une certitude s'impose, ce qui se joue ici dépasse les histoires individuelles. C'est un affrontement entre différentes visions du monde, différentes manières d'agir, différentes formes de pouvoir. Et lorsque cet affrontement éclatera au grand jour, il ne laissera personne indemne.